aux associés et aux adhérents du CIAD, avec une formule qui a été reprise, que l'air de rien, le centre de gravité du CIAD était en train de se déplacer tout doucement, mais assez fortement, de Paris à Bruxelles. C'était une manière de dire que l'Union européenne et Bruxelles jouent un rôle de plus en plus important dans les relations avec l'Afrique, et à cause sans doute du plan d'urgence du président Juncker, à cause de la renégociation des accords de Cotonou, à cause du budget du Fed qui est en cours de négociation et qui le nouveau budget va être relancé, et à cause du fait que chacun des pays membres de l'Union est de plus en plus dépendant des décisions de Bruxelles. Et au fond, sur le continent africain, mettre en commun nos forces au niveau de l'Union européenne, c'est une bonne chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on perd de la souveraineté, mais ça veut dire qu'on travaille ensemble. Alors, il se trouve aussi qu'au CIAD, il y a une circonstance un peu particulière, qui est que le CIAD est membre d'une association qui s'appelle l'EPCAM, qu'on va vous présenter, qui veut dire European Business Council for Africa and the Mediterranean. Et il y a une présidence tournante, et en ce moment, c'est le CIAD et les Français qui assurent la présidence de cette organisation, qui représente le secteur privé européen qui fait du business et qui est installé en Afrique. Et cette association est basée à Bruxelles. Et donc, on va vous parler aussi de cette association, à la fois de ce qu'elle fait, puisque sans que vous le sachiez très bien, chers amis adhérents, eh bien, elle vous représente, elle travaille pour vous. Et on va surtout vous expliquer les valeurs et les actions que nous menons à Bruxelles et dans quel sens nous travaillons, parce qu'au fond, à la fin de la journée, vous êtes quand même les uns et les autres touchés par ce qu'on fait. Donc voilà ce programme. Alors je vais céder la parole à Patrick Sevestre, qui, je vous le rappelle, est le président de notre commission aux affaires européennes, au CIAD. Donc c'est lui qui s'occupe de ça et il m'aide beaucoup au sein de l'EPCAM pour représenter la France et faire marcher l'EPCAM. Et nous aurons ensuite Petros, qui est ici avec la barbe et la chemise bleue, qui lui est au secrétariat permanent de l'EPCAM basé à Bruxelles, qui est le CEO de l'EPCAM. Et nous avons surtout des invités de la Commission et de la représentation française à l'Union européenne, en présence de notre ami Roger et de Madame Biget, voilà, de laquelle je souhaite la bienvenue. Et voilà, donc on va tenir ça, si possible, en une heure et demie, de manière à ce que chacun puisse retourner à ses occupations plus traditionnelles. Et c'est donc pour ça que j'arrête tout de suite de parler et que je passe la parole à Patrick pour conduire les débats. Patrick, à toi. Merci, Président. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, notre menu de cet après-midi, on va avoir 3 parties. Donc, et encore merci à nos amis de la représentation permanente et du pôle entreprise et coopération d'être avec nous aujourd'hui, et de Petros Makris depuis Bruxelles. Donc, on va avoir 3 parties. Donc, une première partie, je ferai un peu, mais rapidement, un cadrage un peu de la relation, faire un point d'actualité sur la relation UE-Afrique pour bien comprendre où on en est. Ensuite, une mise à jour aussi sur les instruments. Donc, ça, c'est la représentation permanente, c'est Madame Biget. Et les retombées pour les entreprises européennes et françaises. Donc, c'est Monsieur Del Rio qui vont présenter ça. Et la dernière demi-heure, on va essayer de se coller à cet agenda. On parlera de l'EPCA, mais où on en est et ce qu'on fait. Donc, voilà. Alors, avant d'attaquer donc le vif du sujet, je vais vous faire un petit point rapide de là où on en est. Alors, 2020, ça aurait dû être une année importante pour l'Afrique dans l'agenda UE, et on verra que pour les raisons que vous savez, ça n'a pas été tout à fait le cas. Donc, pourquoi ça aurait dû être une année importante? Parce qu'avec la nouvelle commission qui, vous le savez, a pris ses fonctions en début décembre 2019, et d'ailleurs avec des signes intéressants, parce qu'on n'a plus dans cette nouvelle commission de commissaire au développement, mais on a un commissaire aux partenariats internationaux, dont l'Afrique, Madame, alors je ne sais jamais dire son nom, Perlinen. Hein, voilà, c'est ça, mais vous me corrigez. Hein. Voilà. Donc, Urpil-Hélène, hein, c'est ça. Donc voilà, et on avait donc ces deux partenariats importants qui devaient être négociés en 2020 et être finalisés donc en fin d'année. Le premier,
notre président l'a dit, c'est l'accord sur le post-Cotonou. Vous savez que l'accord de Cotonou, qui a été signé en 2000 pour 20 ans, a pris fin théoriquement le 2 ou février de cette année et a été repoussé, la négociation, à la fin de l'année. Donc c'est l'accord qu'il y a entre les 79 pays ACP, donc ACP c'est Afrique, Caraïbes et Pacifique, et l'Afrique c'est 48 pays sur les 79, mais ce n'est pas tous les pays. Hein, et donc c'est cet accord dont l'instrument financier majeur c'est le FED, le Fonds européen de développement. Donc voilà, ça fait un certain temps que c'est en cours de négociation, on est presque arrivé, il n'y a plus que maintenant le montant de l'enveloppe qui reste à déterminer. Et puis, deuxième chose importante, c'est le projet de nouvelle stratégie UE-UA, UA c'est l'Union africaine, qui est une stratégie continentale africaine, qui a été mise sur la table par la Commission de Mme von der Leyen en mars, juste avant le confinement, et qui se veut vraiment un partenariat d'égal à égal, on n'est plus dans l'aide, etc., avec 5 grands domaines, que je vous rappelle rapidement. C'est la transition verte, le Green Deal, l'accès à l'énergie, la transformation numérique, l'emploi, la croissance durable, la paix, la gouvernance et la migration et mobilité. Donc voilà. Et là, à partir du moment où ça a été mis sur la table, il y a eu plusieurs voyages de Mme von der Leyen, les commissaires, pour aller un petit peu chercher un petit peu le point de vue africain. Il y a eu des voyages à Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine. Et donc, le fort de ça, l'accord devait être acquis et entériné au moment du sommet UE-UA, qui aurait dû avoir lieu fin de ce mois, fin octobre à Bruxelles, et qui, comme vous le savez, a été repoussé. Alors, c'est vrai que le Covid-19 a bousculé un petit peu le calendrier. On sait bien qu'il y a finalement d'autres sujets qu'à l'agenda européen. Il y a bien sûr le plan de relance, mais aussi des tensions internationales sur lesquelles je ne reviens pas, entre la Méditerranée à l'Est, la relation Chine, etc., etc. Et puis, un agenda législatif très, très chargé que la représentation permanente connaît bien, puisque c'est intéressant pour nous, Français, puisque vous savez que la France prend la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. Donc ça, c'est un truc important. Mais ça ne veut pas dire que que l'Afrique a disparu de l'agenda européen, puisqu'il y a eu ce plan d'urgence de 15 milliards qui a été débloqué. Et depuis, on ne connaît pas vraiment le point de vue des gens de l'Union africaine sur la proposition de stratégie. Il y a des visioconférences à droite et à gauche, il y en a même beaucoup. Mais on attend toujours de connaître la vision africaine sur ce contenu de cette nouvelle stratégie qui a été dévoilée à Bruxelles. Bon, on sait qu'ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Ils pensent que le document ne prend pas assez en compte l'agenda 2063 de l'Union africaine, que les dépenses de santé ne sont pas accessibles, ne sont pas cela. Enfin bref, c'est probablement la raison pour laquelle le sommet a été reporté. Alors, donc ça a été reporté. Alors, mais aujourd'hui, au-delà de cette actualité, où est-ce qu'on en est? Alors, on peut dire qu'on a toujours une relation UE-Afrique à 2 vitesses. On a celle qui est liée avec l'accord de Cotonou, c'est les 48 pays. C'est le FED, vous savez, pour mémoire, mais à Bruxelles, la représentation permanente nous dira ça. Le dernier FED sur la période de 2014-2020, c'était 30 milliards d'euros. Mais donc, qui étaient affectés au A, au C et au P. Enfin, l'Afrique était quand même globalement le bénéficiaire essentiel. Enfin, on était dans une politique de dons, c'est de mixage de dons et de prêts, mais tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, le bilan de cette relation en Cotonou, elle n'est pas. Les résultats sont pour le moins mitigés. Puisqu'on regarde la convention de Cotonou, c'est 20 ans, c'est à peu près, je ne sais plus combien on avait calculé, c'est un petit peu moins de 80 milliards d'euros qui ont été affectés par l'Europe pour un résultat qui reste somme toute un peu mitigé.
Donc, on sait à peu près ce qui va devenir de cet accord. Il y aura toujours les 3 piliers Afrique, Caraïbes, Pacifique, avec un socle commun. Donc, l'architecture, elle est à peu près claire. C'est juste le montant qu'on ne connaît pas encore et qui fait l'objet de débats un petit peu chauds, comme vous pouvez vous en douter. Ensuite, rapidement, l'accord UE-UA. Alors, c'est maintenant l'Union africaine qui discute directement avec Bruxelles, avec un dialogue politique qui est passé de Cotonou à cette nouvelle stratégie. Et puis, on retrouve les questions de paix, de sécurité, de commerce, avec en particulier ce projet, vous connaissez, de la zone de libre-échange économique continentale. Donc, on a globalement, même si de Cotonou reste, on a quand même une approche fragmentée de l'UE dans sa relation avec l'Afrique qui finalement va finir par s'estomper. Mais toujours le vrai sujet, c'est l'implication des entreprises et du secteur privé dans ces accords. Et là, il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Première incertitude, c'est la relation qu'il y a entre Cotonou et l'UA, puisque on a, si vous vous souvenez, ces accords de partenariat économique qui sont issus de la Convention de Cotonou. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça impacte directement les entreprises. Il y a un chevauchement avec le projet de zone de libre-échange, on l'a assez dit ici. Et puis, globalement, on peut dire que l'implication du secteur privé, dans Cotonou, elle est restée quand même assez virtuelle. Et encore, bon, c'est en train de changer, mais il y a quand même un ADN qui n'est pas encore totalement favorable au secteur privé. Mais ça change, ça évolue. Et justement, c'est des combats qu'on mène ici à l'ECAM et puis au CIAM. Donc, voilà. Donc ça évolue pas aussi vite qu'on le voudrait, mais il y a des avancées. Il y a une vision de la Commission, c'est indéniable, mais elle est encore vue un petit peu trop technocratique et concentrée surtout sur les modalités de l'aide ou de la dette. Alors, rapidement, je ne veux pas anticiper sur la partie d'après, mais en gros, les 2 éléments importants, mais vous en parlerez mieux que moi, c'est ce nouvel instrument financier de la Commission, qu'on appelle en anglais, c'est le DCI. C'est un nouvel instrument qui va regrouper tous les instruments existants, y compris le FED. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds européen, avant, il n'était pas budgétisé, il n'était pas dans le budget communautaire. Il faisait l'objet d'un budget séparé avec des contributions volontaires d'un certain nombre de pays. Donc voilà. Donc dans la pratique, ça veut dire que normalement, tous ces outils vont être combinés dans un seul. Alors, on dirait maintenant, on va voir quel est le budget. Il y a ensuite, au sein de ça, un nouveau programme, le plan d'investissement extérieur, mais Mme Biget va nous en parler, et qui est un petit peu sur le même exemple que tu as cité tout à l'heure du plan Juncker, c'est de faire appel à un effet de levier pour mobiliser des financements outre. Donc là, on est sur 3-4 milliards qui devraient générer 10 fois plus d'investissement. Donc voilà, je voulais pas... Alors on a, dernier point, encore des incertitudes là-dessus. Il y a d'abord sur le budget, parce qu'il y a toujours pareil à Bruxelles, il y a une bagarre entre le Conseil de l'UE et le Parlement sur le budget. Vous savez que le budget, le Parlement souhaiterait que le budget global de la Commission, ce soit un peu plus de 1%, 1,3% du revenu national brut. La Commission est à 1,1, donc il y a toujours ces ambiguïtés. Le budget d'intervention extérieure, il est d'une centaine de milliards. Et le DCI, on ne sait pas, fort de ça, il y a toujours une bagarre entre évidemment, entre un certain nombre de pays, entre les pays ex de l'Est, pour qui le voisinage, pour eux, c'est plutôt la Biélorussie que le Maghreb. Donc il y a encore des discussions. Le DCI vous dirait 90 milliards, 96 milliards, on ne sait pas encore très très bien. Et puis il y a une deuxième incertitude, c'est la bagarre aussi qu'il y a entre la BEI et la BERD. Puisque avec cette nouvel outil, la BEI va devoir, elle bénéficiait de la garantie de l'UE, mais elle ne l'aura plus, puisque maintenant, ces montants sont en architecture dite ouverte. Donc la BEI sera en concurrence avec les autres acteurs. Et puis il y a ceux qui pensent que la BERD pourrait tout aussi être capable de faire ça et plus tourner vers le développement.
Alors, je sais que nous, enfin, vous nous direz ça, la France soutient plutôt cette option, d'autant que, comme vous le savez, la nouvelle présidente de la BERT, qui vient d'être élue, est française, puisque c'était la directrice du Trésor. Donc voilà, j'en ai terminé. Voilà un petit peu le cadrage. Donc, les questions, on pourra les prendre après. Mais maintenant, si vous voulez bien, sur la partie donc, des outils et puis des retombées pour les entreprises, je vous passe la parole. Vous avez une présentation à l'équipe de Bruxelles. Représentation de la France auprès de l'Union européenne. Et du pôle entreprise et coopération que vous animez. Alors, merci beaucoup. On a déjà énormément de points. Non, mais c'était un cadrage. Hein. Oui, non, mais c'était très intéressant. La conseillère Afrique de la RP avait prévu de dire quelques mots, donc peut-être parce que, comme vous en avez parlé, quelques points vus de Bruxelles en complément. Effectivement, hein, sur d'abord le report de ce sommet UA pour plusieurs raisons, donc les conditions sanitaires qui n'avaient pas pu, donc ils ne pouvaient pas se tenir en physique, mais ce qui donne quand même l'opportunité aussi comme vous l'avez dit, hein, de préparer un petit peu mieux l'échéance. Tant dans la coordination intra-européenne que dans l'échange avec la partie africaine qui, si ça s'était effectivement tenu fin octobre, aurait posé probablement quelques difficultés. Sur le cadrage, effectivement, vous l'avez très bien présenté. Donc, il y a eu cette communication. C'est pas encore tout à fait la stratégie, c'est une communication qui a été publiée par la Commission pour voilà, cette nouvelle stratégie globale avec l'Afrique. Et pas pour. Donc, ces 5 priorités. Peut-être un petit point de précision. Il a été quand même jugé que le document n'était pas suffisamment politique. Et donc, il y aura en fait des conclusions du Conseil qui viendront apporter aussi la vision des États membres et compléter un petit peu ce document préparé par la Commission. Donc, ça, ce seront les 2 documents censés un petit peu guider le travail sur la mise à jour de la stratégie UE-Afrique. Et je le dis parce que au niveau français, on a poussé un certain nombre de priorités qui touchent au sujet que vous avez soulevé. La première priorité, c'est renforcer l'aspect soutien au multilatéralisme. Comment est-ce que l'Afrique et l'Europe peuvent pousser en fait en commun des priorités dans les enceintes multilatérales. Il y a la volonté de vraiment développer une stratégie d'influence européenne sur les sujets économiques et commerciaux. Tout ça, ce sont des priorités qui ont été portées par la France et qui sont reprises dans le projet de texte des conclusions du Conseil. Une volonté de stimuler l'investissement avec le développement d'une offre européenne de financement. Donc, vous l'avez mentionné sur le développement de différentes modalités un petit peu adaptées aux besoins. Avec un accent particulier sur les infrastructures durables et le soutien au secteur privé. Afin d'appuyer l'émergence de marchés intérieurs et de favoriser les exportations. Une volonté aussi d'approfondir le sujet de l'intégration commerciale africaine, intra-africaine et UE-Afrique. Améliorer l'environnement des affaires, ça c'est un sujet assez important pour essayer de créer un cadre favorable aux investissements européens et ça touche à toutes les problématiques sur l'état de droit, la lutte contre la corruption, les sujets d'évasion fiscale. Donc ça, c'est un axe de travail assez important vu de Bruxelles et vu de l'enceinte du Conseil. Donc le nouvel instrument FEDD+, dont on reparlera un petit peu plus loin, qui permet de travailler sur cette offre européenne de financement, le soutien à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Je dis rapidement les points qui étaient préparés par Valentine Delcoussal, la conseillère Afrique. La volonté de mobiliser l'expertise européenne avec une volonté de promouvoir les normes et les standards européens dans un contexte international qui est de plus en plus concurrentiel, on ne le découvre pas. Et notamment en travaillant sur les sujets éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation. Voilà, bon, je ne m'attarde pas plus. Des petits points de calendrier. Donc ce sommet qui a été décalé il sera reporté de toute façon. L'idée du président du Conseil européen, c'est d'avoir une échéance le 9 décembre, une réunion qui se ferait avec l'Union africaine et un certain nombre de participants dans un format réduit par rapport au nombre de participants prévus et qui permettrait de travailler notamment sur les enjeux de reconstruction des économies africaines
notamment en lien avec les enjeux Covid. Donc il y a quand même cette perspective de cette échéance. Sur le sujet, alors, je crois que c'est Africa Business Forum qui devait se tenir en parallèle. Il est reporté au même titre que le sommet UEUA, donc là-dessus, on est un petit peu dans l'attente. Voilà. Bon, désolée d'avoir été un petit peu longue, mais l'idée, c'est vraiment au cœur de ce sujet-là. Ce renouvellement de la stratégie avec l'Afrique, elle est au cœur des discussions politiques et elle a vraiment vocation à essayer de réfléchir à un partenariat renouvelé, très axé sur l'investissement, la création le soutien au développement et puis la création d'emplois, le soutien à la croissance. Et avec voilà, ces impératifs, ces objectifs d'investissement, les sujets d'intégration africaine et puis bon, les autres priorités qu'on a mentionnées. Voilà, ça c'était pour la partie Afrique. Je rentre un petit peu dans le sujet instrument qui était demandé. D'abord sur le sujet de la négociation post-Cotonou, effectivement, qui est en cours. Et peut-être une petite nuance, c'est que le futur instrument, le NDICI, ne sera pas à l'inverse du Fed lié directement à l'accord politique. Justement, dans cette logique de partenariat renouvelé, l'accord politique et l'instrument, les financements seront déliés. Donc, ce sera deux structures distinctes. Donc, dans le CFP actuel, vous l'avez mentionné, le FED, le Fonds européen de développement, d'un montant de 30 milliards. Sur l'Afrique, un autre instrument qui a été important sur la période, c'est le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, qui a été mis en place en fin 2015 suite au déclenchement de la crise migratoire, qui s'élève quand même aujourd'hui en termes de crédit d'engagement à 5 milliards d'euros depuis 2015. Et puis, l'Union européenne agissait en Afrique aussi de manière un peu plus indirecte à travers de nombreux instruments, des instruments thématiques, notamment sur la stabilité et la paix, les sujets environnement, migration, etc., mais avec des entrées thématiques, donc qui favorisaient davantage des partenariats avec des grandes agences onusiennes ou des grandes initiatives mondiales. Donc ça, c'était l'idée en fait de ce NDICI, de ce nouvel instrument, c'est de rationaliser les instruments précédents en un instrument unique. Sur les montants, on a quand même un petit peu avancé. C'est pas encore complètement en suspense, puisque au mois de juillet, il y a eu un Conseil européen qui a, dans ses conclusions, donné déjà quelques chiffres. Le premier, c'est 80 milliards pour l'instrument NDICI. Et le texte des conclusions du Conseil européen prévoit qu'au moins 26 milliards seront dédiés à l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc sur la structure de l'instrument, donc il y aura à la fois donc le NDICI est structuré autour de 3 piliers, hein, un pilier géographique qui sera le pilier principal et qui doit concentrer la grande partie des financements parce qu'il sera l'incarnation à travers des fonds programmés sur plusieurs années de la stratégie de l'Union européenne par pays. Un deuxième pilier thématique qui aura vocation à s'engager sur les grandes priorités thématiques et globales de l'Union européenne qui nous intéressent un petit peu moins. Un pilier de réponse rapide qui regroupe les interventions non programmables, donc qui relèvent un petit peu de l'urgence ou des priorités politiques, qui est davantage sur les sujets gouvernance, sécurité et migration par sa nature, et un coussin de flexibilité de 10 milliards. Donc voilà, on part sur l'Afrique subsaharienne, on part d'une base de 26 milliards incompressible et avec certaines sources de financement qui seront à même de venir faire gonfler ce chiffre au cours de la période. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les grands ensembles financiers. Donc, à part ces 3 piliers, donc il y a effectivement cette sorte de modalité transversale qui s'appelle le Fonds européen de développement durable plus. Ils auraient pu trouver un autre nom parce que ça porte à confusion, qui regroupe 2 modalités qui ont été développées dans les dernières années. La première, c'est le mixage, bon, qui a quand même une certaine ancienneté, mais qui a été développé, donc le mixage prêt-don. La deuxième modalité, c'est la garantie. Dont Roger vous parlera peut-être après, hein, qui consiste en fait à mobiliser un montant en subvention afin de garantir des opérations en prêt. Donc le FEDD+,
qui sera intégré à l'instrument NDICI et qui aura vocation à financer des opérations. Et sur la garantie, l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille d'opérations à hauteur de 60 milliards. Ouais. Le NDICI, c'est le Neighborhood Development and International Cooperation Instrument, qui est en fait le nouvel instrument proposé par la Commission pour le prochain cycle budgétaire 2021-2027 et qui regroupe 10 instruments existants, donc couvrant toutes les géographies et toutes les thématiques précédentes et qui est un instrument de l'Union européenne. On nous demande aussi, est-ce que le FED plus est dans le NDICI? Oui. Une autre question. Oui. Le FEDD+, c'est en fait, ça regroupe des modalités innovantes de financement. Mais ce n'est pas une source distincte d'argent, en fait. C'est simplement une modalité. Comme il y a de la subvention, le FEDD+, n'a que vocation à donner de la visibilité à des méthodes innovantes de financement dans le secteur du développement. Donc, le NDICI, ça c'est l'état des discussions à Bruxelles, donc qui vont probablement se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Sur les montants qu'on a donnés, effectivement, tout ça rentre dans une discussion un petit peu plus globale sur le budget européen pour la prochaine période budgétaire, donc qui courra de 2021 à 2027. Donc ça, c'est l'état des discussions. Effectivement, le Conseil et le Parlement devront concilier leurs positions qui sont pas similaires sur tous les sujets. Notamment là-dessus, je voulais réagir sur le sujet de l'architecture ouverte du FEDD+, et de la place de la BEI. Pas tout à fait, hein, parce que dans la position du Conseil, il est prévu qu'il y ait un mandat dédié pour les opérations souveraines et sous-souveraine non commerciale qui constituerait le mandat, le monopole en fait de la BEI au sein des opérations de garantie. Et le reste de l'architecture serait ouverte. Mais effectivement, ça fait partie des sujets qui vont devoir être discutés avec le Parlement puisque le Parlement favorise une architecture ouverte. Mais les États membres ne sont pas, c'est pas la position des États membres. Ça, c'est un premier point. Voilà, donc ce cadre institutionnel, il va être négocié encore en phase de trilogue, au moins jusqu'à la fin de l'année, dans un objectif de clôturer la négociation sous présidence allemande, donc d'ici le 31 décembre, pour avoir un cadre opérationnel au 1er janvier. En parallèle, un sujet peut-être un peu plus intéressant parce que moins mécanique et négociation bruxelloise, c'est celui de la programmation 2021-2027. C'est en fait le processus par lequel la Commission programme ses fonds sur l'intégralité de la période. Donc ça, c'est un exercice qui est essentiellement mené par les délégations dans les pays. Et qui doit en fait se clôturer sur l'adoption à Bruxelles de documents de programmation qui sont des documents juridiquement contraignants qui donnent à la fois une allocation financière par pays pour l'intégralité de la période, des secteurs d'intervention retenus, négociés avec les autorités des pays partenaires et à chaque fois une allocation financière associée. Donc ça, ce processus de programmation, il est en cours. Enfin, il a pris énormément de retard avec la période Covid. Donc la Commission, en fait, a donné instruction à ses délégations de commencer à faire remonter déjà un certain nombre de propositions de secteurs et de secteurs de concentration ou d'initiatives équivalentes dont je parlerai dans une minute. Et effectivement, toutes les délégations doivent prendre en compte les priorités transversales de la nouvelle commission, hein, qui sont pour l'action extérieure les sujets de pacte vert, de croissance et emploi durable, de numérique, innovation, recherche, technologie, migration et le dernier, paix, gouvernance et sécurité. Donc ça, c'est les priorités transversales de la nouvelle commission et qui doivent être prises au maximum en compte par les délégations dans leur exercice de programmation. Une autre instruction et nouvelle modalité qui a émergé ces derniers mois, et notamment au moment où les États membres et la Commission se sont mobilisés pour répondre au Covid dans les différents pays, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les initiatives Équipe Europe. En fait, l'idée étant que les États membres et l'Union européenne identifient des secteurs
considéré comme clé, comme facteur où en fait un investissement européen tant de la Commission que des États membres permettrait de créer, d'avoir des impacts, des résultats et puis de renforcer la visibilité des Européens dans les différents pays. Donc, une initiative Équipe Europe idéale, en fait, elle consisterait à identifier voilà, les besoins cruciaux dans un pays, identifier une initiative, un secteur privilégié et de s'accorder pour mettre en commun les moyens sur l'intégralité de la période pour obtenir le plus de résultats possible. Je vais l'illustrer dans une seconde. Mais en tout cas, il y a une instruction transversale qui est partie sur l'intégralité des délégations en Afrique et ailleurs. C'est faire remonter ces projets d'initiative en dessinant déjà les outils qu'elles mobiliseraient. Donc, est-ce que c'est de la subvention, est-ce que c'est du prêt, est-ce que c'est de l'assistance technique, pour vraiment arriver à un paquet de mobilisation européenne par pays. Et donc, il devrait y en avoir de 1 à 2 par pays systématiquement. Donc, on a déjà eu des premiers projets. Sur l'Afrique subsaharienne, par exemple, en Côte d'Ivoire, il est proposé de s'impliquer sur la chaîne de valeur du cacao. Au Kenya, sur l'économie numérique. Au Mozambique, sur un projet e-youth, dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Voilà, ça, c'est les premiers qui ont été discutés sur l'Afrique. Et on pourra éventuellement vous communiquer quand on aura une liste complète des initiatives envisagées. C'est important parce que même si ces initiatives ne vont pas mobiliser nécessairement l'intégralité de l'enveloppe de l'Union européenne pour la prochaine période, elles vont en tout cas concentrer beaucoup de l'attention de la Commission et des États membres sur l'intégralité de la période de programmation. Donc, c'est utile de l'avoir en tête. Voilà à peu près ce que je pouvais dire sur le cadre et sur les instruments. Je n'ai pas beaucoup parlé des instruments existants parce qu'ils n'ont pas vocation à vivre encore très longtemps. Si vous avez des demandes de précision un petit peu sur le cadrage politique à votre disposition, sur l'exercice de programmation, à noter que bon, ça a pris énormément de retard. Dans un monde idéal, on aurait eu un instrument et un cadre juridique négocié et en vigueur au 1er janvier 2021 et des documents de programmation adoptés le 2 janvier 2021. Mais en réalité, on risque d'avoir un calendrier qui a glissé, donc probablement des documents de programmation adoptés en milieu d'année prochaine. Voilà. OK. Merci. On prendra les questions à la fin de cette session. Monsieur Delayo, si vous voulez bien. Vous avez une présentation, je crois. Oui, j'avais une présentation, si vous pouvez la lancer. Voilà. Vous pouvez aller directement à la diapo suivante. À la diapo suivante, oui. Voilà. Oui. Donc depuis quelques années, nous réalisons un document sur le retour pour les opérateurs français. Alors, quand on parle opérateurs, ce sont les entreprises, mais ce sont aussi les ONG, les organisations de la société civile et nos agences de développement. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, les derniers chiffres dont nous disposons sont ceux regroupant 2018. Donc, ils sont basés sur la liste des contrats signés en 2018 par la Commission, donc dans le domaine du développement, naturellement. Donc, c'est transmis par les DG DEFCO, donc développement, et puis la DG NIR, donc la DG en charge de l'élargissement. En 2018, donc, ça a représenté un petit peu plus de 13 milliards d'euros, répartis sur un petit peu plus de 5200 contrats. Au sein de ces 13 milliards d'euros, donc ça c'est l'ensemble des contrats qui sont passés, vous avez une partie qui concerne, qui sont importantes pour les entreprises, ce sont les contrats de marché, que ce soit des marchés de services, de travaux et de fournitures, ainsi que les subventions, donc qui intéressent plus particulièrement les ONG et les organisations de la société civile, et voire dans certains cas nos agences de développement. Donc sur les 13 milliards, l'ensemble de ces marchés représente 4 milliards d'euros. Et sur la partie donc contrat de marché, services, travaux, fournitures,
Ça représente 1,26 milliard d'euros, que ce soit en gestion directe, c'est-à-dire des contrats gérés directement par la Commission, ou en gestion indirecte, c'est-à-dire des contrats qui sont gérés par les États bénéficiaires pour le compte de la Commission. Parmi ces 4 milliards d'euros, les opérateurs européens ont une part très importante dans ce qui concerne les marchés. 76% des contrats de marché sont remportés par des sociétés européennes, avec un pic même à 92% pour les marchés de services. Et pour les subventions, donc ce sont 40% qui sont mis en œuvre par des ONG ou des organisations européennes. Au sein de ces marchés remportés par les opérateurs européens, les opérateurs français se placent à la première place depuis de nombreuses années. Il y a eu un petit problème il y a 2 ans, où on est passé à la deuxième place, mais généralement on est en première place. Les contrats de marché représentaient en 2018 193 millions d'euros, essentiellement donc des travaux, 66 millions, et des services, 122 millions. Je n'ai pas noté les montants pour les marchés de fourniture, ça représente quelques millions d'euros, moins de 5 de mémoire. Et les subventions, donc une part très importante de 121 millions d'euros pour les opérateurs européens. À cet ensemble, il faut ajouter les fonds qui sont délégués par la Commission aux agences des États membres. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le groupe AFD, donc l'AFD elle-même, Proparco et Expertise France. Sur les agences européennes, les agences françaises se positionnent au 2e rang derrière le groupe allemand KfW GIZ. En termes de nombre d'opérateurs, donc en 2018, globalement, on avait 133 opérateurs français. Alors, il faut bien compter que les contrats sont toujours attribués par la Commission. Les chiffres sont attribués au chef de file quand il y a des consortiums. Donc, on n'a pas l'information sur la participation d'entreprises ou d'opérateurs français dans des consortiums qui ne sont pas pilotés par un opérateur français. Donc, 133 opérateurs en 2018, c'est en augmentation par rapport à 2017, et avec une répartition que vous voyez, services 64 entreprises, travaux 7 entreprises. En fait, il y en a 3 qui trustent 99% des marchés. Quelques marchés de fourniture, et puis les subventions, donc une 60aine d'ONG ou d'organisations de la société civile qui répondent. Donc ça, c'est le panorama pour l'ensemble des financements d'aide en 2018. J'ai extrait les chiffres sur le FED, sur le Fonds européen de développement. Donc les contrats de marché représentent 1,6 milliard d'euros, donc à rapporter aux 4 milliards précédents. Et les opérateurs français donc, sont très bien placés, puisqu'on est au premier rang sur les marchés de travaux. 65 millions d'euros, c'est quasiment l'intégralité des marchés de travaux sur l'ensemble des instruments. Et les opérateurs français représentent 88% du total des marchés de travaux. En marché de services, on est à 65, un petit peu plus de 65 millions d'euros, au 2e rang derrière la Belgique. Et en subvention, les opérateurs français sont également en premier avec 107 millions d'euros. Ce qu'il faut bien noter tout de même, c'est qu'il y a une forte concentration d'entreprises. S'il y en a 133 qui répondent, en fait, il y a une vingtaine qui représentent plus de 60% des marchés. Donc, il y a une forte concentration, mais ce n'est pas que le cas que pour les opérateurs français, c'est également le cas pour les opérateurs d'autres pays européens. Vous passez à la diapo suivante. Alors, que fait le pôle entreprise et coopération et quelles sont ses missions? Alors, sur ces missions, je vais aller assez rapidement. La diapo suivante.
Nous avons 3 secteurs de compétences au sein du pôle. Donc, à gauche, c'est la nébuleuse actuelle des instruments de financement et des instruments financiers, donc qui va être organisé quasiment autour d'un seul instrument, sauf, peut-être le préciser, sauf pour les pays des Balkans et la Turquie, qui restent à l'extérieur du NDICI. Deuxième secteur de compétences du pôle, c'est celui de l'appui au secteur privé. Donc, c'est ce que l'on fait, par exemple, aujourd'hui, en intervenant auprès des entreprises françaises. Donc, nous faisons des actions d'information et de conseil aux entreprises, des relations avec les cercles d'influence français ici à Bruxelles, donc qui représentent cercles d'influence principalement des entreprises. Également, donc, des relations importantes et suivies avec Business France, avec le MEDEF International ou avec CCI France. Et puis, le dernier point, mais peut-être plus anecdotique, l'appui quand les entreprises ou les opérateurs ont un différend avec les institutions européennes. Mais ça, on a assez peu de demandes, donc ce qui est de bonne augure. Et enfin, troisième secteur, c'est tout ce qui concerne l'appui au marché, l'accès au marché, pardon. Donc là, c'est une collègue qui suit cette thématique. C'est toutes les questions donc, liées à l'accès au marché extérieur de l'Union européenne, à la mise en œuvre des accords commerciaux, et puis plus généralement tout ce qu'on appelle autour de la diplomatie économique européenne. Si vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît, et la suivante. Donc, pour l'information des entreprises, nous avons un certain nombre d'outils qui sont accessibles à partir du site internet de la représentation permanente. Donc, d'abord, nous avons une lettre d'information qui est bimestrielle et qui traite des trois compétences du pôle, donc principalement les instruments d'aide, mais aussi l'accès au marché, et puis des rubriques d'information plus générales sur des thèmes qui peuvent intéresser les entreprises, notamment les PME. En ce qui concerne les instruments d'aide, nous avons, à la diapo suivante, un site qu'on appelle le site Espace Projet. Donc, si vous vous souvenez de la nébuleuse des instruments de financement et des instruments financiers, à chacun de ces instruments est associé un comité de gestion ou un conseil d'administration, suivant les dénominations. Donc, nous participons avec nos collègues parisiens à toutes ces réunions de ces comités ou de ces conseils d'administration qui sont là pour conseiller la commission, orienter son action, éventuellement également contrôler ce qu'elle envisage de faire. Et donc, à l'issue de ces réunions, nous mettons en ligne la quasi-intégralité des documents de programmation qui sont soumis aux États membres. Ceci permet aux opérateurs, que ce soit les entreprises ou d'autres, d'avoir une information en amont, avant, je dirais, que les appels d'offres ou les appels à proposition soient lancés par la Commission. Et donc, ce qui permet, avec je dirais une anticipation de quelques semaines ou même jusqu'à quelques mois, à un opérateur, une entreprise notamment, de pouvoir se préparer, savoir qu'il va y avoir un appel d'offres ou des appels d'offres qui vont être lancés et éventuellement pouvoir constituer ou participer à un consortium d'entreprises européennes qui répondront à ces appels d'offres. Si vous ne savez pas, les appels d'offres européens sont assez difficiles d'y répondre dans la mesure où les demandes de la Commission,
que ce soit en termes de compétences ou que ce soit en termes de références, sont assez élevés, voire très élevés. Et donc, il y a peu d'entreprises qui, en fait, répondent seules à des appels d'offres, mais très souvent, les entreprises se regroupent en consortium pour pouvoir répondre à ces questions d'une part de compétences et d'autre part, et surtout, de références, notamment de références dans des programmes européens antérieurs. Et donc, cet espace projet vous permet d'avoir en amont les informations. Donc, c'est un site qui est accessible, qui est gratuit, mais sur lequel il faut s'enregistrer. Je dirais que nous vérifions dans toute la mesure du possible que les entreprises ou les opérateurs qui sont abonnés sont effectivement français. Et ensuite, vous avez un moteur de recherche pour pouvoir trouver les documents. Alors, la commission met en ligne, alors c'est de manière un peu différente suivant que c'est chez DEFCO ou la DGNIR, elle met les documents en ligne, mais vous n'avez pas notamment, vous n'avez pas de moteur de recherche pour pouvoir, je dirais, faire le tri dans toutes les informations qui sont en ligne. Et enfin, dernière diapo, le pôle entreprise. Vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le pôle entreprise collabore avec 23 autres représentations permanentes pour organiser 1 à 2 fois par an un séminaire sectoriel sur l'aide extérieure. Donc, à l'occasion, il y a chaque fois un sujet qui est choisi. Ça peut être par exemple la santé, ou ça peut être le transport, ça peut être l'environnement, l'énergie, l'appui au secteur privé. C'est organisé généralement donc soit au printemps, en mai-juin, et ou en novembre-décembre. La prochaine édition devrait avoir lieu en 2021, c'est encore à confirmer, parce que ce sont des opérations en présentiel. Donc actuellement, on n'a pas eu possibilité de le faire, sauf au mois de juillet, nous avons fait un séminaire virtuel sur la réponse au Covid. C'est organisé sur une journée, une matinée de présentation par la Commission européenne et ses partenaires, donc notamment les partenaires financiers, soit la BI, la BERD ou certaines banques ou agences de développement de l'Union ou des organisations internationales. Donc une présentation du secteur choisi, suivi d'un déjeuner de travail et l'après-midi de rencontres B2B. Donc nous avons entre 120 et 150 participants qui viennent des différents pays partenaires. Et notamment, l'après-midi, les rencontres B2B sont importantes dans la mesure où elles permettent aux entreprises, c'est réservé au secteur du consulting et de l'ingénierie, leur permettent de mieux se connaître et notamment d'avoir des contacts pour favoriser l'élaboration de consortiums pour répondre à des appels d'offres européens. Voilà, j'en ai terminé. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai juste une question. Pour les entreprises, quand elles veulent avoir accédé au site Espace Projet, c'est l'adresse que vous avez donnée un petit peu avant, là, sur ue.delegfrance.pôle. Oui, c'est ça. À partir du site de la représentation permanente, voilà. Vous avez une rubrique qui s'appelle Appui aux entreprises, si je ne me trompe pas. Et là, vous avez un lien pour vous enregistrer. Oui, donc il faut s'abonner, s'enregistrer, s'abonner. Oui, c'est ça. Pour s'enregistrer, il y a un petit formulaire à remplir. Et ensuite, on vous envoie les codes les codes personnels pour accéder au site. C'est la même chose pour la lettre d'information. Donc là, il n'y a pas un formulaire, il suffit de nous envoyer un email
De toute façon, les lettres sont en ligne également sur le site de la représentation. Mais vous pouvez vous enregistrer et quand la lettre sort, vous la recevez directement. D'accord. Patrick, j'ai une question. J'ai une question? Oui, il y a une question. Est-ce que les chambres de commerce européennes en Afrique peuvent participer au CIRINEL sectoriel? Vous avez entendu? Alors, on a des organismes qui assistent, hein, qui participent. C'est le cas, par exemple, de Business France, qui généralement y participe. Sur des opérateurs non européens, c'est à voir avec les organisateurs. Hein. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Enfin, on n'a pas eu le cas. Hein. Okay. Bon, on peut... C'est bon pour la question. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste en ligne. On aura peut-être des questions tout à l'heure. On va passer maintenant à la partie, on va rester à Bruxelles, on va parler de l'EPCAM maintenant. Petros, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, bien sûr. Présente donc M. Petros Marquis, qui est notre responsable à Bruxelles de l'EPCAM, qui travaille avec notre secrétaire général qui, pour le moment, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Petros est totalement bilingue, donc vous pouvez le harceler de questions en français, en anglais, en grec et autres. Je vais parler en anglais, par contre. Hein. Non, c'est pas bien, avec un léger accent belge, mais qui se voit, qui s'entend à peine. Tu as une présentation? Oui. Pour nous, et après, notre président, M. Giros, prendra la parole pour aller un petit peu plus loin et donner des détails. Tu as cette présentation, non, c'est nous qui l'avons. Hein? Voilà. Non, ça va. OK. Nous t'écoutons. Alors, merci Patrick, merci. Dans la langue que tu veux, hein? C'est comme tu veux. Je vais le faire en anglais. Alors, I'm going to present EPCAM. So who we are and what we do in general here in Brussels. We are EPCAM, we're the European Business Council for Africa since 1973, based in Brussels. And we're an ISBL, non-profit organization. And what we do mainly, we have 11 members. And our members are European national chambers for Africa that represent the European companies based in Europe that they invest in Africa. So we try to promote development through private sector. And we are not a development assistance NGO. And what we want to make sure is that the policymakers in the European institutions hear the voice of our members. So in French, we say, on est les oreilles et les yeux de nos membres ici à Bruxelles. We focus development, trade, investment, and nowadays we represent more than 4,000 European companies that they invest and they have an activity in Africa. We have 11 members. Sian is one of our members, the French member. Was very active, and nowadays, the last 2 years, it happens to have the presidency, a very active presidency, and what I think it's a very win-win relationship we have with Sian, because they make us better and more stable and more powerful here in Brussels, and at the same time, Sian and all the French companies. It's very beneficial for them because we have a very strong position in the institutions. What we do very briefly is we do advocacy and lobbying. We try to promote the positions of our members, our European members. And at the same time, we try to build a network in Europe, internationally, and in Africa. Through our connections. And the good thing is that the last years we have built a strong relationship with other European business organizations, and together we go, and we have the leading role actually, because we are the most
actually the only association focused only in Africa. And we go together and we have meetings from time to time regularly with the European Commission. What also we do is that we facilitate communication among our members all over Europe, and we collect information and we share it with our members and they use it for their needs. How we do it, how we work in a daily basis. We have, like all associations, we have the General Assembly, we have Executive Committee that we meet 3 times per year. That was before COVID. Now we're a bit restricted. And what we do here in Brussels is the Secretariat, as we say. We have the Secretary General, which is a very experienced former EU ambassador. And we have the staff that do the operations. How we do this on a daily basis, like we collect information, we make newsletters and we share it regularly. We make our own analysis. We produce our position papers. And here I take the initiative to say that you can go to our website and see our latest position papers. And what else we do? We have a very strong and very good relationship with the African embassies in Brussels. And of course, we organize events and we participate in events. Already this year in January, we organized an event based on the unfair competition of the Chinese companies in Africa. Of course, we have partners. We have partners all over Europe and internationally and in Africa. We have a close communication with EU delegations in Africa, in America, in England. We talk with embassies of the African countries here in Brussels, and we try to build a very good relationship with our counterparts in Africa. That means that we try to identify the Pan-African organizations that they're equivalent to our quality and what we do. So this will be beneficial at the end of the day for European and African companies. And of course, as you can see, we have we have an observer status and consultative status in the UN with UNIDO and UCTAD. Of course, we talk on a daily basis with European External Action Service, the European Commission, the Parliament, other institutions, the African Union, OECD, the Africa Development Bank, and of course, as I mentioned before, the UN. So briefly, which are our principles? Of course, we don't support the idea that more and more aid is an answer to the Africans' problems. On the contrary, we say that through the private sector, because the private sector has the capacities, has the experience to be the main driver of sustainable economic growth in Africa. So we support the private sector and all the initiatives. And we try to build, to advocate for our principles, which are based, of course, on we want to reinforce the vocational training in Africa. So not to have only academic, but to make people more employable and to ameliorate, let's say, the conditions and the business climate in Africa. So we try to reduce the bureaucracy and protect investments. And of course, we highlight all the risks there, which are, for example, the lack of transparency, corruption, lack of governance, and even the political risks. So, for example, if you have governments that they're going on and off all the time and they change their political and economic policies, this is not making a stable environment for investments. So we try
to advocate for this thesis to the institutions. Our ambitions at the end is we try to strengthen our influence and to widen our network for our members and to build strong partnerships. This is our main goal and what we do daily here in Brussels. We did that during the existing Europe-Africa Business Forum that didn't happen this year finally. It's postponed to 2021, back to back with the political summit. And EPCAM was really actively participated in the organization of this forum with 4 working groups, health, and actually Sian was responsible for health, also mobility, agriculture, and energy. And we heard that towards this direction we will have we try to push for fixing new dates for next year, and apparently there's going to be a meeting between the African Union and the European Union in December, probably is to be confirmed, but we're trying to push towards this direction. And at the end we're going to produce more position papers advocating our positions and position for members. And if you need more information, you can go to our website and see directly what we have, what we do. And of course, if we have more questions, you can contact me in French or English. Thank you. C'est bon? Okay. Thanks, Petros. Please stay with us. We will have some questions for you. Moi, j'ai juste une question qui est arrivée. Est-ce que l'EPCAM fait partie des, comment on appelle ça, UBOs, c'est ça? European Business? Oui, alors, oui, bien sûr, parce qu'il y en a 4 à Bruxelles, nous sommes une des 4, et la seule qui soit globalement dédiée à l'Afrique, un peu comme le CIAN l'est par rapport au MELEF ou aux chambres de commerce. Et donc, voilà. Alors, on va rebondir un petit peu sur ta présentation, parler un petit peu des actions concrètes de lobbying que mène l'EPCAM. On va demander à notre président, qui est maintenant président depuis 2 ans et demi maintenant de l'EPCAM. Donc, c'est important. On n'a pas beaucoup parlé à nos adhérents de ce qu'on fait. On a pensé que c'était le bon moment de le faire. Donc, voilà. Étienne, si tu veux bien prendre la main. Merci Patrick, et à nouveau je vous renouvelle des salutations pour vous dire que je suis content que vous soyez là parce que je crois qu'il y a 2 raisons qui méritaient qu'on passe un petit moment au sein du CIAN pour parler des questions européennes. C'est d'abord les montants que vous avez vus, les montants en jeu. Vous avez entendu les différents orateurs jusqu'à présent. Je vous rappelle juste 3 chiffres quand même qui doivent être additionnés. C'est le NDICI qui s'élève à, si j'ai bien entendu les chiffres de Roger, à 26 milliards d'euros pour l'Afrique, plus au total, mais 26 milliards pour l'Afrique, minimum, sans compter peut-être des compléments. Le Fed, qui va être voté pour une période de 5 ans, je crois, si je m'abuse, qui va à peu près peser dans les 30 milliards, on en est déjà à 56 milliards. Et ensuite, les fonds fiduciaires qui s'élèvent, eux, à 5 milliards. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'interventions de l'Union européenne. Je l'ai dit aussi au début, l'Union européenne, elle fait beaucoup d'actions dans le domaine de la réglementation, de la discussion, de la négociation, d'un point de vue communautaire, elle remplace ou en tout cas, elle regroupe les pays. Donc, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe à Bruxelles compte tenu des volumes et des actions en jeu. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'EPCAM, elle n'est pas visible pour les membres du CIAN. Vous avez compris, après l'exposé de Petros, que l'EPCAM regroupe des associations d'entreprises. Donc l'EPCAM ne regroupe pas des entreprises en direct. L'EPCAM regroupe les CIAN européens. Comme il a été dit, il y a 11 pays, mais il y a un équivalent du CIAN en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, au Portugal, nous sommes en discussion avec les Italiens, et donc on peut dire qu'il
il vous a été dit qu'on regroupait 4000 entreprises en deuxième rideau par derrière. Et donc, on représente la large majorité du secteur privé européen investi en Afrique. Et donc, tout ce qu'on fait à Bruxelles, et tout ce que je vais vous expliquer sur le fond et les valeurs que l'on défend, eh bien, au fond, c'est très exactement à la fin de la journée pour les entreprises et pour vous, membres du CIAD. Alors, ce que je voudrais juste dans les 10 minutes que je vais prendre, rassurez-vous, ça ne sera pas plus long, c'est vous parler un petit peu du fond. Maintenant qu'on vous a un peu présenté le cadre général, et vous avez vu qu'il est complexe, le cadre général de ce qui se passe à Bruxelles, je voulais vous dire comment on s'y prend à l'EPCAB. Et donc, finalement, comprenez bien que quand l'EPCAB agit, c'est vous, entreprise française ou entreprise européenne, qui agissez à travers nous. Alors d'abord, les sujets sur lesquels nous sommes intervenus depuis un an et demi, je vais juste vous en faire la liste pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi on peut participer. D'abord, on est intervenu en faisant des position papers où on est en des discussions sur la négociation de l'accord post-Cotonou. Comme vous le savez, c'est en cours de négociation. Patrick vous en a parlé. Et le projet de l'Union européenne sur la nouvelle stratégie africaine de l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on est pas mal intervenu. Le deuxième sujet, qui n'a pas grand-chose à voir avec le premier, qui est en tout cas de nature différente, c'est le sujet des relations des entreprises européennes et des entreprises chinoises, et plus généralement parlant, de la position de la Chine en Afrique. Est-ce que nous devons essayer de développer une coopération avec les entreprises chinoises partant de l'esprit et de l'idée qu'elles ont une stratégie très claire de conquête du continent africain, avec quelquefois des pratiques qui peuvent être différentes des nôtres. Et alors, est-ce qu'on les voit comme des adversaires et on les ignore en essayant de continuer notre voie, ou au contraire, est-ce qu'on essaye de mettre en place des coopérations et des partenariats avec elles dans certains domaines, dans certains secteurs? Et il nous est apparu que pour faire cela, syndiquer notre action, c'est-à-dire la faire passer par l'Union européenne, était beaucoup plus fort que de la faire passer association nationale par association nationale. Troisième sujet, qui a été évoqué rapidement par Patrick aussi, c'est celui des normes, de la compliance, de la conformité. Vous savez que nous, au CIAN, et c'est un combat qui est aussi porté par l'EPCAB, nous faisons l'analyse suivante qui est que les questions de compliance, de conformité, de loi Sapin, de directive Barnier, pour toutes ces questions de RSE en Afrique, nous sommes tout à fait en faveur de cela parce qu'il semble que ça correspond à l'ADN des entreprises européennes, d'une part, et d'autre part que c'est un facteur différenciant par rapport à la concurrence internationale. Donc nous sommes en faveur de ça. Là où il y a un problème, c'est que à peu près la moitié des nouveaux opérateurs qui sont les nouveaux opérateurs sur l'Afrique ne se considèrent pas contraints par ces règles et s'en exonèrent. Et donc, pour parler des nouveaux opérateurs, je tourne mon regard un petit peu vers l'est de la planète, c'est-à-dire ce sont un certain nombre d'entreprises chinoises, indiennes, turques ou d'autres nationalités qui n'ont pas les mêmes contraintes de RSE et de compliance que nous, que nos entreprises. Et donc, il y a là une concurrence déloyale qui est en train de se mettre en place, sans vraiment dire son nom, parce que la concurrence par les prix, la concurrence par la qualité, les entreprises privées sont habituées à être confrontées à cela. Mais une concurrence un peu plus moins franche, qui est que certains ou certaines ont des obligations que les autres n'ont pas. C'est comme si vous jouez un match de foot, une équipe avec un boulet au pied et l'autre équipe sans boulet au pied. Et donc, vous imaginez bien que nos entreprises françaises ou européennes, individuellement, ne peuvent rien faire là-dessus, que même une association comme le CIAN, même si elle martèle ce message, est moins écoutée que si c'est l'EPCAB ou si c'est l'Union européenne qui se saisit de ce sujet. Et je peux dire qu'à force de discuter de ces questions-là avec les autorités européennes, je pense qu'elles partagent notre analyse et qu'on a une écoute attentive. Le problème est évidemment de nature politique. Alors, on ne va pas le traiter tout de suite, mais sachez en tout cas que c'est le troisième sujet. Et puis, le quatrième que je voulais vous dire, sur lequel nous sommes intervenus ces derniers mois, c'est la position que nous pensons utile pour l'Europe de développer pour le post-Covid ou le traitement de cette pandémie. Donc, nous avons beaucoup plaidé pour, au mieux,
au pire, pardon, un moratoire des dettes des États africains et au mieux peut-être un abandon partiel ou total. Et deuxièmement, un financement des besoins financiers ou des besoins de ressources qu'ont les États africains pour financer la lutte contre le Covid. Car il me semble que il y a deux grands risques, me semble-t-il, qui menacent l'Afrique au plan économique à cause du Covid. Le premier, c'est un risque de liquidité. C'est que les États, et par conséquent après les entreprises, notamment les entreprises publiques, les services publics, etc., se trouvent en risque de liquidité, c'est-à-dire plus d'argent. Et donc, c'est ce risque de liquidité qu'il faut combattre, d'abord en neutralisant les remboursements et éventuellement en fournissant des nouveaux financements. Donc, on a plaidé cela auprès de l'Union européenne. Et puis, le deuxième risque, sur lequel l'Union européenne a peut-être moins la main, mais elle peut aider aussi, c'est qu'il y a 2 ou 3 secteurs économiques en Afrique qui sont au bord du collapse et qui sont moribonds. Et on va les citer. C'est le secteur du transport aérien, c'est le secteur du tourisme et c'est le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous savez que les compagnies aériennes qui volent encore en Afrique ont un taux de remplissage approximatif par rapport à il y a un an, à peu près de 10 à 15%. Et l'hôtellerie se porte un petit peu mieux que dans le nord de la planète, mais elle a un taux de remplissage de 20%. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Chaque mois qui dure est un désastre annoncé. Et donc, c'est le deuxième grand risque qui menace les économies africaines. Et vous savez très bien que quand des secteurs entiers tombent, ça ne peut pas laisser indifférents les autres secteurs. Donc, voilà les sujets sur lesquels nous avons travaillé avec l'Union européenne dans un esprit de transparence et de partenariat depuis à peu près 1 an et demi. J'ajoute qu'il y en a un qui a un peu plus trait aux modalités, que nous avons aussi développé, ce sera le dernier, je vous rassure, qui est celui qui a été évoqué par Petros et par Patrick, qui est que nous sommes maintenant, en tant que secteur privé, insérés dans l'organisation du sommet économique ou du forum économique qui est adjoint au sommet politique Europe-Afrique. Pour faire une longue histoire courte, tous les 2 ans à peu près, il y a un sommet Europe-Afrique avec les chefs d'État. Donc vous avez à peu près 30 chefs d'État d'un côté et 40 ou 50 de l'autre. Donc c'est un énorme sommet. Et à côté de ça, il y a un side event qui est un forum économique qui jusqu'à présent a été organisé par la Commission de l'Union européenne. Et nous nous sommes battus avec les 2 autres organisations patronales à Bruxelles que sont Business Europe et Eurochambre pour faire un front commun et proposer à l'Union européenne de co-construire ce forum avec eux, ce qui a été accepté. Et donc, très concrètement, il y aura 10 tables rondes, il y en aura 4 qui vont être menées par l'EPCAM et 6 par les 2 autres organisations. Et l'objectif de tout cela, c'est d'abord de faire du networking, de faire un grand forum au niveau européen et africain, mais surtout d'établir des position papers et un mémorandum qui sera remis au chef d'État du sommet le lendemain ou le jour d'après. Donc, c'est la déclaration du secteur privé pour une solution d'un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez que c'est important. Et ça, c'est nouveau parce que jusqu'à présent, ce n'était pas du tout comme ça que ça marchait. C'était un forum organisé uniquement par la Commission. Maintenant, Patrick, je ne veux pas être trop long. Je vous demande juste 5 minutes pour vous donner 2-3 sujets de contenu. Parce que là, je vous ai un peu parlé des sujets qu'on a évoqués, mais je voudrais vous faire part de 2-3 valeurs ou de 2-3 combats qu'on mène. Le premier, et notamment dans le cadre de la définition de la nouvelle politique européenne vis-à-vis de l'Afrique. Un des premiers points sur lesquels on plaide beaucoup, c'est un accès direct des entreprises à l'aide publique au développement. Je m'explique 2 secondes là, pour dire que jusqu'à présent, pour schématiser un maximum les choses, l'aide publique au développement, qu'elle soit nationale, française par exemple, ou européenne, se traduit à 80 ou 90% par des subventions ou des prêts concessionnels de l'aide aux États africains. Donc c'est l'Europe ou c'est la France qui aide les États africains ou ses démembrements, quelquefois. Il y a une petite partie de cela qui est réservée aux ONG, mais il n'y a rien pour le secteur privé. Et donc ça, c'est un de nos grands combats. On ne voit pas pourquoi le secteur privé et surtout les entreprises, parce qu'elles peuvent être au public, mais les entreprises sont aussi un vecteur de développement. Et pour développer un pays, il n'y a pas que l'aide budgétaire aux États, il n'y a pas que la subvention aux ONG, il y a aussi le financement de projets vertueux, car les investissements du secteur privé ou des entreprises sont autant à impact
que les investissements publics des États. Et donc, quand une entreprise a un projet, crée une usine, crée un hôpital, développe un système d'irrigation, d'électrification en brousse, c'est autant de création de richesse, autant d'impact sur l'écosystème et autant de création d'emplois. Et donc, on mérite, quand il faut avoir un fonds d'amorçage ou un coup de pouce pour démarrer, on mérite de recevoir des subventions. Et donc, c'est un combat que nous menons parce que les états d'esprit ou les habitudes théoriques ne sont pas encore prêtes tout à fait à ça, mais on ne voit pas pourquoi, dans l'énorme masse d'argent que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y en aurait pas une petite partie qui serait fléchée vers le secteur privé de manière à développer des projets utiles pour le développement. Le deuxième sujet que l'on évoque beaucoup pour la nouvelle politique européenne africaine, c'est la simplification des procédures et des manières de faire. J'ai été avec Patrick invité à une ou deux, comment ils appellent ça, workshops de la Commission européenne qui voulait expliquer, par exemple, le plan Juncker. C'est plein de bonnes intentions. Il y a beaucoup d'argent. On comprend un tout petit peu après 2-3 heures d'exposé, mais franchement, puisqu'on est entre nous, je vais vous parler franchement, c'est illisible pour une entreprise de base. Je représente ici l'EPCA, mais aussi l'entreprise française. Une entreprise de taille moyenne qui connaît même très bien l'Afrique, elle est perdue. D'abord, probablement, elle ne sait même pas qu'elle a la possibilité de bénéficier de quelque chose au niveau de l'Union européenne. Et en tout cas, si elle le sait, elle ne sait pas où s'adresser. Et assez souvent, je peux témoigner de ça. Des entreprises disent, moi, à Bruxelles, j'y vais pas parce que c'est trop compliqué. Alors, il y a très peu de chances que ça marche et je n'y vais pas. Et donc, nous essayons d'expliquer avec nos partenaires de l'Union qu'il faut absolument simplifier les procédures. Ils en dévoluent une partie aux instituts de développement locaux, etc. Bref, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est un deuxième grand schéma. Le troisième, ça a été évoqué, hein, je vais passer très vite parce que tout le monde connaît le sujet, c'est le business climate, l'environnement favorable aux affaires. Comme nous sommes, nous, ici, et à Bruxelles aussi, persuadés que la richesse primaire est créée par les entreprises, tout ce qui contribue à empêcher les entreprises de faire du développement, de créer des emplois et d'investir, est une espèce d'autoflagellation qui nuit à la finalité du développement. Donc, c'est le climat des affaires, le friendly climate pour les entreprises, c'est la lutte contre la corruption, c'est la simplification des procédures, c'est le combat contre le harcèlement fiscal, toutes ces choses qui nuisent à la fin de la journée au développement et finalement à la marge des entreprises. Donc on plaide beaucoup pour ça aussi, j'insiste pas. Ensuite, évidemment, tout ça se traduit aussi par une implication très forte sur les infrastructures, parce que nous sommes évidemment tout à fait en faveur du digital, de l'économie verte, de la lutte contre le réchauffement climatique, mais il faut quand même bien ne pas oublier l'intégration régionale, et tout ça ne marchera que s'il y a des infrastructures. Si vous n'avez que 60% de la population qui a accès à l'électricité, si vous n'avez pas de moyens de transport pour aller vers les pays enclavés de l'intérieur de l'Afrique, vous pourrez faire tout ce que vous voulez en économie verte ou en digital, ça ne marchera pas. Donc, il faut commencer par les infrastructures et nous insistons beaucoup sur ce sujet. Ensuite, c'est un point qui est très cher au CIAD, et vous le savez, nous plaidons beaucoup pour que une lourde et une forte partie de l'aide soit orientée dans le secteur de la formation. Vous savez tous le chiffre qu'il y a 20 millions de jeunes qui vont arriver dans les prochaines années tous les ans sur le marché du travail en Afrique. Il faut les former. Et donc, nous sommes bien placés pour témoigner que les entreprises européennes souffrent pour le recrutement de leurs salariés d'une formation qui ne va pas. Et donc, nous plaidons pour dire, pour ces questions de gouvernance, mais de formation aussi, à l'Union européenne, mettez le paquet là-dessus et faites-le peut-être quelquefois en envoyant des experts ou en déléguant au secteur privé la mise en place de certains programmes, plutôt qu'en finançant des lignes budgétaires globales à travers les États, pour davantage cibler l'action dans ce domaine-là. Et puis enfin, un dernier sujet, c'est le dernier, nous plaidons pour la création ou la mise en place ou la concentration d'une véritable banque européenne de développement économique qui servira au secteur privé, car évidemment, il y a la BERD, il y a la BEI, il y a des outils, mais qui ne financent pas d'abord tous les secteurs, et deuxièmement, qui ont très fréquemment un problème, c'est qu'ils ont des limites de taille de financement qui sont assez hautes et qui excluent
beaucoup d'opérateurs potentiels. Voilà. Donc, j'en dis pas plus parce que le temps est passé un petit peu plus, mais je voulais vous expliquer un peu de quoi est constitué le fond de notre combat et à quoi on sert dans le cadre qu'on vous a expliqué. Maintenant, je suppose, Patrick, qu'il y aura peut-être une séquence questions, donc je te rends la parole. Oui, on peut prendre une séance de questions. On a des questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez nous les envoyer, on les diffusera, on les répercutera. Si on annonce la fusion de la BERD et de la BEI, qu'en est-il? Oui, on a une question, alors c'est plutôt pour nos collègues à Bruxelles. On nous parle de la fusion entre la BERD et la BEI. La BERD et la BEI, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Madame, vous m'entendez, non? Toujours? Oui, on vous entend. Qu'est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Oui, sur le chantier BEI BERD, effectivement, après, ça ne va pas être un sujet immédiat pour le prochain cycle budgétaire, donc au 1er janvier 2021, mais il y a effectivement un chantier qui vise ce même objectif qui a été cité, c'est-à-dire de mettre en place une banque européenne de développement qui soit identifiée pour porter un petit peu les opérations sur l'intégralité des géographies. Mais c'est un chantier en cours, en fait. On en est encore au stade, il me semble que les termes de référence pour l'étude de faisabilité, afin d'étudier en fait les options, quelle serait l'entité existante la plus propice pour être la mieux positionnée pour porter ces objectifs-là, n'est pas encore déterminée. Donc là, les États membres ont leur avis, mais il y a des consultants qui sont en train de faire une étude de faisabilité pour étudier les différentes options, et ensuite il y aura des discussions dans les enceintes politiques à Bruxelles. Simplement pour préciser très rapidement, désolé, les 26 milliards, effectivement, c'est ceux qui seront disponibles sur la période 2021-2027. Les 30 milliards du Fed et les 5 milliards des fonds fiduciaires, c'est sur la période écoulée. C'était entre 2014 et 2020. Donc, effectivement, il y aura. Ils vont être renouvelés ou pas? Est-ce qu'ils vont être. Le NDICI est censé reprendre, en fait. Ça reprend. Oui. Voilà. Et en fait, pour vulgariser, en gros, le pilier géographique, donc les 26 milliards reprendront le Fed. Et les autres sources de financement, là, les 3 milliards plus 10 milliards, sont censés reprendre tous les sujets du FFU et d'autres sujets financement non prévisibles. Okay. Bon, alors donc, j'ai fait une petite erreur, donc les participants voudront bien pardonner, mais il n'en reste quand même pas bien que ça fait beaucoup d'argent. Ça fait quand même beaucoup d'argent disponible pour l'Afrique. Voilà. Ok, bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Juste un petit mot de conclusion, je reprendrai. Qu'est-ce qu'on nous dit, Sandrine? Vous envoyer. Oui, on va vous envoyer. Oui, on a bien compris, on va vous envoyer les deux présentations. Et puis je crois qu'on a enregistré, Sandrine, non? C'est enregistré Oui. C'est enregistré. Alors juste un petit mot de conclusion. Je terminerai par là où tu as commencé tout à l'heure en disant que le CIAN, comment dire, se rapproche, son centre de gravité se rapproche de Bruxelles. Oui, vous voyez bien. C'est pas loin. C'est quoi? C'est 1h30 de Thalys, Paris-Bruxelles. Le chemin est droit. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est même un peu compliqué. Donc, il faut à la fois un bon logiciel et un bon GPS pour s'y retrouver dans tout ce que vous avez dit. Mais là, on sait si je peux me permettre, le cheminement à Bruxelles est plus compliqué que le chemin pour aller à Bruxelles. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Mais bon, il nous faut les bons outils, le bon logiciel, le GPS. On sait qu'avec vous, on l'a à Bruxelles, avec le pôle entreprise et coopération. Donc, nos entreprises, nos adhérents savent qu'ils peuvent s'adresser à vous et qu'ils trouveront les réponses à leurs questions. Donc, merci de votre disponibilité maintenant et pour la suite. Maintenant, pour nos adhérents, l'EPCAM, vous avez vu maintenant ce qu'on fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire remonter les bons sujets, les bonnes questions que vous pouvez avoir. Oui. Vous avez compris qu'on est vraiment à Bruxelles, à proximité des centres de décision. N'hésitez pas. Petros, qui est là, que je salue encore, avec une petite équipe là-bas à Bruxelles, est là pour un petit peu nous aider à y voir
Donc voilà. Et on a le support de la délégation française et aussi au sein de l'administration européenne. Il y a beaucoup d'Européens, de gens qui connaissent bien toutes ces questions privées. Et donc, on est quand même dans un environnement quelquefois administratif et quelquefois aussi un peu trop bureaucratique, mais positif et favorable. Voilà. Donc, on devrait y arriver. Voilà. Merci à vous. Parce que c'est une course contre la montre qu'il faut qu'on gagne ensemble. Allez. Voilà. Merci à vous. Et merci aux participants. Hein. Au revoir. Merci. Merci, merci. Merci.